Bonsoir, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je suis Théo Berbuche, directeur de la rédaction de Newstank, et j'ai le plaisir d'animer une nouvelle soirée sur les thématiques qui nous sont chères. On se retrouve avec Louis Vogel, le président du Club d'Iéna, pour une nouvelle session dédiée à des problématiques universitaires et de recherche, avec ce questionnement un peu provocateur: comment faire de la France une nation scientifique? 3 personnalités vont éclairer cet enjeu pendant l'heure et demie où nous serons ensemble. On a un peu plus de temps que lors de notre précédente rencontre, et ce sera pour le mieux. Alain Fuchs, président d'Université PSL et ancien président du CNRS. Bonsoir Alain Fuchs. Bonsoir Théo. Christine Musselin. Musselin est sociologue au CNRS, chercheuse au CSO, le Centre de sociologie des organisations. Elle a été la directrice scientifique de Sciences Po. Christine est avec nous à distance, mais c'est tout comme. On fait du figital, comme on dit maintenant. Bonsoir Christine. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous. Et Michel Eddy, PDG du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. J'ai rien oublié. Bonsoir Michel. Bonsoir Théo, tu as bien dit l'acronyme. Parfait. Et Michel est aussi président d'un think tank, un autre, l'Institut du développement durable et des relations internationales. On est bien dans les sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, Louis Vogel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir une fois de plus. Alors, comment faire de la France une nation scientifique? Alors, c'est pas moi qui vais répondre, hein, c'est nos amis présents autour de moi. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Alain ce soir. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Nous avons vécu de grandes aventures ensemble au moment des IDEX et des LABEX, etc. On ne se connaissait pas, mais voilà, on se découvre aujourd'hui. Cette rencontre, comme vous le disiez, Théo, c'est la deuxième rencontre de ce cycle organisé par le Club d'Iéna. La prochaine aura lieu le 23 mars avec Gilles Roussel, ancien président de la CPU, président de l'université Gustave Eiffel, et elle portera sur le thème quelles sont les attentes de l'étudiant du XXIe siècle. Alors, ce soir, nous allons parler de recherche. En France, l'investissement dans la recherche représente 2,2% du PIB. Il est en phase avec la moyenne mondiale. C'est 2,84% aux États-Unis, 3% en Allemagne, 3,7% en Suisse. Et en Chine, l'indicateur est passé de 0,5% en 1996 à 2% aujourd'hui. Dans un monde qui prend de plus en plus conscience du rôle de la recherche pour le développement à long terme des pays, ces chiffres doivent faire réagir. La France a été et reste une grande nation scientifique, mais la tendance est clairement au recul et à la diminution de son importance relative. Des indicateurs comme le nombre de prix Nobel, la part d'articles publiés qui sont parmi les plus cités dans la discipline, ou encore le succès aux appels à projets européens, montrent que la recherche française n'est plus dominante, n'est plus aussi dominante qu'auparavant. Où en est la science française aujourd'hui? Où et comment faire porter les efforts en matière de politique scientifique pour que notre recherche continue de rester et d'être au niveau international? Comment contribuer au mieux aux défis de notre temps? Je crois que cette contribution pourrait, selon moi, porter au moins dans 2 domaines. D'abord, un pays doit disposer de compétences scientifiques de pointe pour garantir sa souveraineté scientifique et technologique dans un contexte géopolitique qui est de plus en plus compétitif. Et ensuite, un pays doit assurer que les valeurs scientifiques, ouverture, rationalité, débat contradictoire, soient placées au cœur de l'espace public. Et c'est ce qui manque peut-être un peu dans notre pays. C'est pour ça que Alain a choisi ce titre. Ces 2 volets, je crois, aujourd'hui, ne peuvent que se déployer à l'échelle européenne. La France ne peut pas continuer de vivre sur ses acquis, de vivre seule. Si on raisonne à l'échelle européenne, en combinant les atouts français et les forces allemandes, suisses, néerlandaises, espagnoles, pourquoi pas anglaises, nous redevenons une puissance scientifique de taille mondiale. Alors, comment concrétiser ces idées d'un point de vue pratique? Par exemple, en créant des universités de recherche intensive, c'était le sujet de notre dernière rencontre, au niveau européen. La compétition n'est pas entre les pays de l'Union, contrairement à ce que certains pensent encore, elle doit se faire au-delà de nos frontières.
Et nous devons avoir pour ambition de créer à cette échelle-là de véritables hubs scientifiques dont nous avons besoin pour rester au niveau international. Et sur ce point, ce qui nous freine n'est pas vraiment la politique salariale, comme on le dit parfois. Contrairement à une idée reçue, le salaire n'est pas la condition principale pour retenir les talents scientifiques. Les études montrent que les facteurs qui pèsent le plus dans le choix d'un poste pour un chercheur ont trait beaucoup plus à l'entourage académique et à la facilité d'accès aux équipements, à la facilité d'accès au financement. Le problème, c'est le problème de la bureaucratie qui pèse sur l'exercice de la recherche et sur les tâches, et le problème tient aux tâches administratives qui étouffent le chercheur. Autre exemple, révélé par l'actuel débat sur l'incapacité française à produire le vaccin. C'est l'orientation de la recherche fondamentale. Pour améliorer la situation, il faut toucher là à un point sensible de la structure de la recherche en France. Et je pense que ce sera abordé dans le débat qui va suivre. La coordination des efforts entre les universités et les organismes de recherche sur le territoire national, voilà la condition du succès de la recherche fondamentale. L'essentiel de nos laboratoires de recherche, il faut le rappeler, ce sont des unités mixtes. C'est un atout parce qu'ils bénéficient des forces conjointes des universités et des centres de recherche. Mais c'est aussi un frein parce qu'il a pour conséquence que chaque laboratoire a 2 têtes, 2 institutions de référence qui peuvent être ou non alignées. Il y a un véritable problème de coordination de nos instituts de recherche. Nous avons construit un système dont le pilotage est extrêmement lourd, aucun acteur n'ayant entre les mains tous les cordons de la bourse, et qui a pour résultat une incapacité de la France à soutenir les champs émergents, même lorsque nous avons tous les moyens à notre disposition pour le faire. Ce système nous ralentit, nous rend peu réactifs. Ce système bride notre efficacité. Et le moment est peut-être venu de créer un pilotage unique de la politique scientifique, un pilotage dont notre pays a besoin plus que jamais. Pour nous éclairer, donc, nous avons autour de la table les meilleurs spécialistes. Alain, comme ça a été rappelé, tu as une double casquette de président de grande université de recherche et puis aussi d'ancien président du CNRS. Donc, tu es au cœur du débat entre les organismes de recherche et les universités. Tu as été président du CNRS, je voudrais le rappeler, entre 2010 et 2017. Et ton éthique et ton intégrité scientifique sont connues de tous. Nous ne pouvions espérer de meilleurs interlocuteurs. Et donc, je te cède la parole, sans plus tarder. À toi, Alain. Merci beaucoup, Louis, et merci pour cette invitation à intervenir dans le webinaire du Club IENA. Ton intervention et ton introduction étaient tout à fait intéressantes. À vrai dire, voilà, eu égard au titre qui a été choisi, je ne vais pas, au moins pas tout de suite, me consacrer à un débat sur université et recherche, mais l'occasion viendra peut-être, même s'il faut évidemment toujours faire attention à ce qu'on dit. Voilà, l'actualité nous invite régulièrement, c'est le cas aujourd'hui, à réfléchir à une question débattue depuis bien longtemps, celle de la science dans la cité, des liens entre science et citoyens, science et politique, en France, mais aussi hors de nos frontières. Sur ce sujet, on se réfère souvent, et à juste titre, à la pensée de Max Weber. En français, Weber, hein, vous savez. Voilà. Donc Max Weber, développé dans un ouvrage qui s'appelle « Le savant et le politique », c'est un grand classique, et c'est un point de départ incontournable dans ses réflexions. J'y reviens donc très brièvement. On a souvent présenté la thèse de Max Weber comme démontrant l'incompatibilité quasi absolue des métiers et des vocations du savant et du politique, de l'homme d'étude et de l'homme d'action. C'est un peu court, et Raymond Aron l'a bien montré dans son introduction lumineuse à l'édition française en 1959 de l'ouvrage de Max Weber. Permettez-moi d'en citer un court extrait qui résonne parfois, vous le repérerez sans doute, avec des préoccupations très actuelles. Voilà ce que dit Raymond Aron. Max Weber a été un homme de science. Il n'a été ni un homme politique, ni un homme d'État. Mais il a été toute sa vie passionnément soucieux de la chose publique. Il n'a cessé d'éprouver une sorte de nostalgie de la politique, comme si la fin ultime de sa pensée aurait dû être la participation à l'action.
Il n'a cessé, poursuit Raymond Aron, de souligner que la politique n'avait rien à faire dans les salles de cours. Il a répété que les vertus du politique étaient incompatibles avec celles du savant, mais son souci de séparer n'était pas plus aigu que sa conscience du lien entre les deux activités. C'est écrit en 1959. On ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'études sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre métier, sans manquer à la vocation et de l'un et de l'autre. Mais on peut prendre des positions politiques en dehors de l'université. Et la position du savoir objectif, si elle n'est peut-être pas indispensable, est à coup sûr favorable à une action raisonnable. En bref, les relations entre science et politique, dans la pensée de Max Weber, ne sont pas caractéristiques seulement, comme on le dit toujours, par cette distinction nécessaire. La science qu'il conçoit est celle qui est susceptible de servir l'homme d'action. Voilà pour une brève exégèse de ce que dit Raymond Aron au sujet de Max Weber, et je trouve que c'est tout à fait fort et important et éclairant. C'est cette forte pensée qui a conduit progressivement dans le monde anglo-saxon à la mise en place de structures permanentes de conseillers scientifiques auprès des décideurs politiques, des scientific advisors, des advisory boards. Dans l'acception de Max Weber, on ne mélange pas les genres. Le scientifique est indépendant et conseille l'homme politique. Il ne décide pas à sa place. De telles structures sont en général permanentes. Elles ne sont pas mises en place uniquement à l'occasion d'une crise, par exemple sanitaire. C'est ce qui fait leur force. Elles sont dans le paysage, elles sont bien rodées, elles effectuent des veilles sur beaucoup de sujets différents. Elles peuvent aussi, du coup, se mobiliser à n'importe quel moment pour produire à la demande ce qu'on appelle du scientific advice in policy making, des conseils scientifiques aux décideurs politiques. C'est, je crois, dans cet esprit qu'au cours de son allocution du 12 mars 2020, donc il y a presque un an, sur l'épidémie de Covid, le président de la République a solennellement déclaré qu'il comptait sur la science pour porter la connaissance et éclairer ses décisions. Je cite, « Un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science, c'est écouter celles et ceux qui savent. » C'est une position nouvelle et assez forte des pouvoirs publics en France, et singulièrement de la part du président de la République, que d'affirmer que le politique allait s'inspirer explicitement des apports de la science, de la recherche scientifique. On n'avait pas beaucoup entendu, je crois, cela dans le passé dans notre pays. Je n'ai pas le souvenir que le président Mitterrand, qui confondait astronomie et astrologie, ou le président Chirac, qui connaissait la corona mais pas sous sa forme virale, se soit beaucoup exprimé sur la place de la science dans la cité. Nous n'avons pas, et nous n'avons, je crois, jamais vraiment eu en France, au sommet de l'État, de structures permanentes de conseils scientifiques, de ces scientific advisors que je mentionnais à l'instant, comme c'est l'habitude dans beaucoup de pays anglo-saxons. On a bien vu à ce propos que la remise en cause de ces structures par Donald Trump à travers d'innombrables déclarations de défiance vis-à-vis de la science sur la question du climat, puis du Covid, a énormément choqué outre-Atlantique, dans un pays où, et bien au-delà, dans un pays où la place de la science était établie au plus près des décideurs. On se souvient par exemple de Steve Chu, prix Nobel de physique et conseiller scientifique proche de Barack Obama. La situation a été heureusement rétablie avec la nomination récente par le président Biden d'une équipe extrêmement solide de conseillers scientifiques pilotés par Eric Lander, un biologiste réputé, qui va diriger l'Office of Science and Technology Policy, OSTP, au sein du cabinet, et donc au plus près du président des États-Unis. On trouve également ce type de structure de conseil scientifique en Grande-Bretagne, par exemple. Par an au plus pressé, un comité scientifique de suivi ad hoc a été, chez nous, constitué, à la va-vite, dans une composition un peu improbable et en apparence, sans grande préparation. Cette procédure était tellement nouvelle et peu usitée qu'elle a été immédiatement critiquée, notamment au Parlement, au motif que ce ne sont pas les experts scientifiques qui doivent prendre les décisions. Un débat, excusez-moi, navrant, d'un autre temps. Personne ne se pose plus cette question nulle part de la place respective du savant et du politique. On vient de le voir à l'instant.
et comme si la science allait venir polluer la pureté du débat politique français, dont au passage on ne cesse de saluer le niveau et la hauteur de vue. On a pu s'en rendre compte dans un récent débat télévisé. Je n'en dirai pas plus. On devrait se féliciter de cette mise en lumière de la science, dans le cas à présent des sciences de la vie, de la biologie et de la médecine, mais le cadeau était empoisonné. Le soudain intérêt porté notamment par les médias, ce qui n'était guère leur habitude de parler de science, je pense aux télévisions en particulier, a mis en évidence une ignorance crasse, abyssale, inimaginable de la science et de son fonctionnement. Et ce sont comme toujours celles et ceux qui en connaissent le moins qui font le plus de bruit avec leur bouche. Dès le moment où l'on a suggéré qu'il fallait s'intéresser aux résultats de la science, cette dernière a été immédiatement convoquée pour calmer les angoisses, bien réelles et justifiées, de la population, de nos concitoyens, là où le politique échouait à tenir un discours clair. Or, la science n'est pas faite pour cela. Elle a été inventée justement pour mettre à distance les croyances et les préjugés. Avec méthode, et en attendant et en demandant le temps nécessaire, long obligatoirement, pour bien étayer ces résultats et ces découvertes. Le message selon lequel la science était confrontée à une série impressionnante d'incertitudes et d'ignorance, ce qui était le lot de la médecine face à des nouveaux virus, on se souvient du VIH, d'Ebola, et qu'il était vain d'en chercher un responsable, que la recherche scientifique trouverait des solutions, vaccins, traitements, que les recherches avançaient vite, mais qu'il faudrait tout de même du temps, comme d'habitude. Ce message a été diffusé, mais timidement, et surtout n'a pas été assez relayé, submergé qu'il était par une autre épidémie, celle des fake news, les tombereaux de messages anonymes un peu partout. Il est vrai que certains scientifiques ou médecins n'ont pas arrangé les choses par leurs déclarations contradictoires et imprévoyantes et leur façon d'affoler la population sur les plateaux télé. Le constat aujourd'hui est malheureusement celui d'un échec. Pour l'heure, la science n'est sortie du bois qu'à son détriment. Entraînée en partie, malgré elle, dans le flot chaotique du débat public du plus bas niveau, elle se retrouve aujourd'hui victime d'un surcroît de défiance. Et les politiques et les médias qui n'ont pas fait grand-chose pour l'en empêcher. Surcroît de défiance, précisons-le, dans notre pays. Par contraste, et malgré les errements de son gouvernement, l'image de la science s'est fortement redressée au Royaume-Uni, grâce notamment à l'arrivée du vaccin, à moins d'un an, un vaccin fruit de la collaboration entre l'université d'Oxford et la Big Pharma AstraZeneca. On a pu lire dans la presse quotidienne britannique des papiers élogieux vis-à-vis des universités et de la recherche fondamentale. Des papiers élogieux vis-à-vis des universités et de la recherche fondamentale dans la presse britannique. Pendant ce temps, chez nous, faute de structuration adéquate et réfléchie des relations entre science et politique, c'est un peu la débandade. Ça tire à hu et à dia. Quand le ministre de la Santé déclare que 70% des Français seront vaccinés à la fin de l'été, le président du conseil scientifique ad hoc le reprend le jour même. Ah non, ça ne sera pas plus que 40%. Et le citoyen qui entend ça se demande où il vit et s'il y a un pilote dans l'avion. N'en rajoutons pas, mais quand le choix récent du président de ne pas reconfiner le pays est présenté comme une victoire de la politique sur le scientifique, contre l'avis du comité scientifique qui le précède de reconfiner, on se dit là que la coupe est pleine. Décidément, la science et la politique et le politique ont bien du mal à travailler ensemble dans notre pays. Alors, comment faire de la France une nation scientifique ? C'est le thème de notre webinaire. C'est bien de cela qu'il s'agit. La France est indubitablement un pays de scientifiques, de grands scientifiques, grandes et grands scientifiques. Scientifiques au pluriel, sciences au pluriel. On parle ici de toutes les sciences. La science et la technologie est présente partout dans notre quotidien, mais paradoxalement, le dialogue entre sciences et société, entre sciences et politique, est extrêmement pauvre et pétri de malentendus. Que faire ? La tâche est rude. On pourrait commencer, mais c'est sans doute pas tout à fait suffisant, mais par installer un Chief Scientific Advisor. Les Québécois diraient, nos amis québécois diraient, un scientifique en chef aviseur. C'est une jolie expression. Et il se trouve qu'au Québec, il y a un scientifique en chef, au passage. Un Chief Scientific Advisor attaché au président ou au Premier ministre, un scientifique de grande réputation, indépendant, pris hors de la sphère administrative et politique, qui fournirait aux décideurs, avec l'aide de comités multidisciplinaires,
des avis et études indépendantes. Cela permettrait déjà d'éviter que l'on nous dise, comme ça avait été le cas en 2016, au sujet du terrorisme et des attentats, où des propositions de ce type avaient été faites, on nous avait dit « chacun son métier, nous faisons de la politique, vous faites de la science ». Je crois qu'on en est un peu toujours là. Je vous remercie. Merci Alain Fuchs. On sent que chaque mot était pesé et que vous aviez besoin aussi, et vous nous avez aidé à retracer un an de bouleversement. On va ouvrir le débat à chaud là. Ça va pas être simple pour nos intervenants avant de dérouler leur propre sujet et de débattre. La France, une nation de scientifiques, mais pas une nation de science. Peut-être Michel Eddy pour avoir votre sentiment à chaud à ce que vient de dire Alain Fuchs. Bien, ce que vient de dire Alain est effectivement interpellant et questionnant. Le tableau qu'il dresse me paraît personnellement complètement fondé. Et donc, dans cette difficulté de dialogue entre la politique et la science, c'est vrai que dans notre pays, nous n'avons pas encore trouvé à l'évidence un contexte, une situation, un mode d'organisation qui fasse que les choses fonctionnent, à défaut d'être à l'optimum, à bénéfice réciproque. On voit bien que dans le tableau juste que dresse Alain de ce dialogue, il y a des moments dans lesquels les contradictions, les conflits, les incompréhensions prennent le pas sur la nécessaire valeur ajoutée que devraient avoir et l'un et l'autre, de manière complémentaire dans chacun leur métier, à construire une décision qui, évidemment, est une décision de nature politique dès lors qu'elle concerne la société, mais qui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, ne peut être que dans beaucoup de ces dimensions, éclairée par la science et les faits scientifiques qu'elle produit. Et charge ensuite aux décideurs d'en faire leur miel. Et c'est bien cette maïeutique, c'est bien, me semble-t-il, cette interface qui aujourd'hui chez nous fait défaut et ne fonctionne pas. Alain a raison de pointer la différence de situation avec les pays anglo-saxons, où là, à l'évidence, cette maïeutique existe puisque des instances, des représentants, un chief scientist, comme ça a été indiqué, passés auprès des autorités politiques, ont une posture non seulement reconnue par leurs concitoyens, mais aussi par les politiques, et à l'évidence produisent des éléments qui ne font pas débat public, qui ne font pas débat en affrontement entre la science et les politiques. À quoi cela est-il dû? C'est sûrement un système complexe, multifactoriel. On est dans un monde dans lequel la complexité est évidemment partout, mais à l'évidence, il y a quelque chose qui est propre à la culture de chacun des nations et des pays et qui dans ce comparatisme utile, me semble-t-il, devrait, nous, Français, nous faire réfléchir. Nous qui sommes les spécialistes de la pensée universelle, universaliste, applicable à toute situation et à tout contexte dans n'importe quel moment de l'histoire, nous devrions effectivement être en capacité d'avoir une observation plus attentive des réalités du monde et de leur diversité et probablement d'y trouver du miel et des réponses. C'est vrai que la proposition d'Alain qui consisterait à transposer dans le système français cette dimension d'un chief scientist auprès des politiques serait probablement une expérience utile. Et moi, j'aimerais qu'on vive ces choses sur le mode de l'expérimentation, qui est une propre de la démarche scientifique. C'est-à-dire que la vérité ne se révèle que dans la pratique des choses et des faits. Et que donc, il faut accepter d'entrer dans ces démarches en se confrontant au réel, en sachant qu'on va faire des erreurs, et que tout le problème, c'est de corriger ces erreurs en accumulant des connaissances et des faits qui nous permettent d'avancer. Il n'y a pas de but ultime dans lequel d'un coup les choses vont se régler, mais simplement avancer dans cette démarche pragmatique, ouverte et réaliste. Tentons l'expérience. Je le dis d'autant plus que Alain ne l'a pas évoqué, mais nous savons, lui et moi, que des tentatives de création d'un conseil scientifique, d'un haut conseil de la science, placé auprès du président de la République, placé auprès du Premier ministre, placé auprès du ministre en charge de la recherche, notre pays en a connu plus d'un. Qui se souvient de ces conseils? Christine, qui probablement examine avec attention et dans la durée l'histoire de nos institutions, doit pouvoir nous reconstituer la généalogie de ces conseils. Tout le monde les a oubliés. Qui peut se souvenir du nom du précédent président du Haut Conseil de la Science? Qui s'en souvient? Il a disparu du paysage sans que personne ne le remarque. Et donc, il y a bien là un problème de fond, et ce problème est à mes yeux essentiel, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle aujourd'hui nous sommes plongés, nul ne peut imaginer, quelle que soit la différence de positionnement et la différence de métier que les uns et les autres, nul ne peut imaginer qu'on puisse saisir la complexité du monde et apporter des réponses au pas à pas, pragmatiques et réalistes, aux phénomènes auxquels nos sociétés sont confrontées, sans que cette fécondation réciproque soit possible. Donc, nous avons intérêt à quand même à progresser parce que la prochaine pandémie, elle viendra,
elle est inscrite dans les faits de la nature, dans les faits de la société, elle viendra. Et j'espère que nous saurons tirer les leçons de cette crise-là, en souhaitant que, et je partage l'avis là aussi de Alain, que la mise en place de ce conseil scientifique, qui est apparu comme une innovation, pour le coup, faite par le président de la République, avec les limites que le propos d'Alain montre, nous permettra d'avoir un retour d'expérience, comme on dit dans la démarche scientifique, nous permettant d'en tirer les leçons et de voir comment on va pouvoir un peu améliorer les choses. Qu'au moins que de la confrontation, voire du conflit, surgissent à la fin des analyses un peu fondées, que je qualifierais presque de scientifiques, si vous me permettez, qui permettent d'en tirer quelques leçons et de faire mieux la prochaine fois. Michel Eddy. Christine Musselin, on a aussi envie de vous entendre un petit peu là-dessus, sur cette place du chercheur, du scientifique dans sa relation avec le politique. Qu'est-ce que vous a inspiré ces premières interventions ? Alors, moi, je suis tout à fait en accord avec ce qu'ont dit Alain et Michel Eddy sur la question, mais j'avais envie peut-être de sortir un peu de la période Covid, qui a été un petit peu particulière et qui, du coup, a mis en lumière très fortement ces problèmes-là, pour dire que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez grande dans le système français. J'avais été très frappée quand j'ai participé au jury qui sélectionnait les IDEX en Allemagne, par le fait qu'on nous répétait continuellement que les académiques, donc les scientifiques, auraient le dernier mot et pas les politiques. Et je l'ai vécu de manière, de manière visuelle. Je l'ai vu le jour où la décision a été prise. Nous avons été tous rassemblés dans le Parlement du Wissenschaftsrat, donc le Conseil de la science en Allemagne. Les experts qui avaient participé donc à l'évaluation des projets, soit des projets d'université, soit des projets de laboratoires d'excellence et d'écoles doctorales, d'un côté, et de l'autre, les représentants des différents ministères de Land et la ministre fédérale. Et l'ensemble des académiques, tous ensemble, avaient plus de voix que les ministères et la ministre fédérale, tous ensemble aussi. Et à chaque fois, nous avons voté de manière complètement conjointe, alors que les politiques, eux, n'étaient pas toujours d'accord sur les votes qui ont été faits. Donc voilà, visuellement, dans cette assemblée, on voyait bien la différence qui était faite, en tous les cas la séparation très nette qui était faite entre l'avis des scientifiques et l'avis des politiques. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas retrouvé du côté français quand on a sélectionné les IDEX. Donc finalement, la crise telle qu'elle a été vécue cette dernière année, moi je trouve qu'elle est simplement plus révélatrice parce qu'elle met plus fortement en lumière, mais des pratiques qui effectivement sont très ancrées dans nos modes de fonctionnement. Et puis paradoxalement, si on regarde comment fonctionnent, comment sont prises les décisions en matière d'enseignement supérieur en France depuis très longtemps, on s'aperçoit pourtant qu'elles sont toujours le fruit d'une sorte de cogestion entre les universitaires et les politiques. Donc, cette tension entre scientifique et politique, elle ne va pas pour autant à l'encontre de mécanismes de cogestion. Christine, vous nous aurez sur pas mal de sujets. J'ai envie de vous entendre, Louis Vogel aussi, parce que vous êtes un universitaire qui maintenant fait de la politique en tant qu'élu. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question de la relation entre l'expert et le politique ? C'est compliqué parce que je vais être obligé de les couper en deux là. Ouais. C'est vrai. Alain a dit, merci. Alain a dit des choses très vraies. C'est que ce sont deux mondes qui ont tendance à s'ignorer et le monde politique est un peu complexé par rapport au monde scientifique. Donc il se protège comme il peut en mettant les scientifiques dans une boîte dont il ne faut surtout pas qu'ils sortent. Moi, je crois que c'est comme beaucoup de choses dans ce pays, on installe des cloisonnements entre nous. Et comme je disais tout à l'heure, souvent on a des forces, mais on ne les met pas en ordre de bataille. C'est-à-dire que notre problème, c'est surtout un problème d'organisation. Et je crois qu'on a d'excellents scientifiques, Alain l'a rappelé d'ailleurs, il a dit au départ, on a aussi de très bons politiques, il y a des politiques qui sont capables de prendre des décisions et qui ne font pas que de la politique politicienne, qui croient en un certain nombre de valeurs. Et je peux en témoigner parce que souvent les politiques sont décriés, il faut pas continuer de dire ça tout le temps non plus. Et je pense que dans notre pays, ce qui manque, c'est le décloisonnement à tous les niveaux. Et je trouve qu'on est on s'écrit de l'inefficacité. Et je crois qu'il faut en sortir. Et ce pays a d'énormes atouts, mais il ne sait pas les utiliser.
Et par exemple, il y a une proposition très concrète d'Alain, il faut la mettre en œuvre. Un point, c'est tout. Voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est fondamental et on le fait pas. Vous avez parlé d'organisation. Christine Musselin, on revient vers vous, je reviens vers vous parce que c'est le cœur de vos travaux. Vous avez publié deux ouvrages récemment qui ont fait parler et créé du débat, les propositions d'une chercheuse pour l'université, et un peu avant ça, la grande course des universités qui retraçait tous ces mouvements de réorganisation du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Challenge pas facile pour vous, je vais vous demander de nous aider en quelques minutes à résumer ces mouvements et puis votre pensée, parce que ce qui est aussi précieux, c'est que vous avez, de votre posture de chercheuse, pris position, vous êtes engagé aussi dans ce qui vous semblait contradictoire dans certains éléments de la politique française et souhaitable pour l'avenir. Donc à vous, vous avez carte blanche maintenant pour nous éclairer sur ces enjeux. Puis évidemment, on va débattre de tout ça avec nos intervenants tout de suite après. Oui, merci bien. Je vais donc essayer peut-être dans un premier temps de préciser quels ont été les 3 grands mouvements de transformation de l'enseignement supérieur français depuis le milieu des années 2000. Il y en a un premier qui a commencé en fait bien avant les années 2000, qu'on pourrait qualifier de mouvement de plus grande autonomie des universités françaises. Mouvement qui, pour moi, a commencé véritablement avec la mise en place de la politique contractuelle entre le ministère et chaque université au début des années 90, mais qui s'est ensuite retrouvé, a été conforté et a été amplifié par la loi LRU de 2007. L'idée étant que les universités puissent de plus en plus prendre des décisions à leur niveau, gérer leur budget, et à partir de la loi donc de 2007, loi aussi dite loi Pécresse, la possibilité pour les universités françaises qui le souhaitaient, et finalement pratiquement toutes l'ont souhaité, de pouvoir gérer leur masse salariale et de prendre donc des décisions en termes de gestion de leur budget, pas simplement de leur budget de fonctionnement, mais de leur budget de manière globale. Ça, c'est un premier mouvement de fond très important qui est à noter parce que ce n'était pas du tout l'histoire des universités françaises. Deuxième mouvement très important qui a, pour le coup, vraiment commencé au milieu des années 2000, c'est le mouvement, je dirais, de mise en compétition du système d'enseignement supérieur français. Alors, quand je dis mise en compétition, je le fais volontairement. D'une part, il faut peut-être préciser que cette mise en compétition, elle n'arrive pas sur un terrain dans lequel il n'y aurait aucune compétition. Par nature, la recherche, l'activité scientifique met en compétition des équipes, des chercheurs, donc c'est quelque chose qui est, je dirais, presque inhérent à l'activité scientifique. Mais ce qui se passe à partir des années, du milieu des années 2000, c'est qu'on va avoir un certain nombre de politiques qui vont être mises en œuvre de manière à accentuer ce mouvement de compétition. Donc, c'est pas une compétition qui arrive comme ça, comme de manière naturelle. En fait, c'est une politique publique, des politiques publiques qui vont aboutir à ce mouvement de mise en compétition. Et ça va se traduire de 3 façons. D'une part, par la création de ce qu'on appelait à l'époque l'AERS, maintenant devenu HCERS, qui réunit toutes les opérations d'évaluation de l'enseignement supérieur, que ce soit les formations, les laboratoires ou les universités, dans une même agence, alors qu'auparavant, ces différentes évaluations étaient dispersées entre différents acteurs. Mais plus que cette centralisation de l'évaluation, ce qui va se produire, c'est que les évaluations qui sont produites vont être rendues publiques et vont être utilisées par le ministère pour l'attribution en partie à la performance des budgets alloués aux universités. Donc, pour la première fois, on va utiliser véritablement et de manière très visible les résultats des évaluations pour l'allocation des moyens entre les établissements. Et en publicisant les résultats, par exemple, à l'époque, on donnait des notes au laboratoire et ces notes, on les trouvait sur le site de l'AERS. On a aussi permis aux uns et aux autres de se comparer. Et là aussi, ça a renforcé le mouvement de mise en compétition des personnes. Deuxième décision qui va dans ce sens-là, c'est la création de l'ANR qui va donc généraliser le financement sur projet pour la recherche.
Là aussi, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Ça naît à la fin des années 50, début des années 60. Mon collègue Jérôme Host le montre très bien dans ses travaux. Mais à partir de la création de l'ANR, ça va toucher toutes les disciplines et ça va devenir aussi un marqueur de reconnaissance pour les chercheurs. Et puis, troisième élément, c'est la multitude d'appels à projets nationaux qui vont être lancés à cette époque-là, en commençant par l'appel pour les RTRA, réseaux thématiques de recherche avancée, tout d'abord. Ensuite, on a eu le plan campus. Ensuite, on a eu des appels pour créer des pôles d'enseignement supérieur et de recherche. Et puis, bien évidemment, les 3 programmes d'investissement d'avenir, PIA 1, 2 et 3, qui sont eux-mêmes qui regroupent eux-mêmes une multitude d'appels à projets auxquels les établissements vont être encouragés à participer, mais aussi les chercheurs et les équipes. Donc voilà ce premier mouvement très important de mise en compétition. Deuxième mouvement, pardon, très important de mise en compétition. Et parallèlement, se développe un troisième mouvement qui est lui aussi l'objet d'une politique publique, qui va dans un sens un petit peu différent, puisqu'il va encourager les établissements qui se trouvent sur un même site, sur un même territoire, avec des notions très variables de ce qu'on entend par site et territoire, hein, mais bon, qui se trouvent sur un même site ou sur un même territoire, à coopérer les uns avec les autres et à participer ensemble à ce qu'on pourrait appeler un consortium d'enseignement supérieur et de recherche qui a pris le nom de PRESS, donc dans un premier temps, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, qui est devenu ensuite une communauté d'universités et d'établissements. Mais l'idée, c'est que des grandes écoles, des universités, des organismes de recherche qui sont sur un même espace géographique travaillent ensemble, se regroupent dans une même métastructure et délèguent à cette métastructure un certain nombre de compétences qui permettent de coordonner leur action. Et ce que j'ai essayé de montrer à la fois dans le livre de 2017 et dans le livre de proposition, c'est que finalement on s'est retrouvé dans une situation où il y avait une certaine contradiction entre d'un côté une injonction à la coopération locale entre les établissements et à la suppression des barrières qu'on connaît depuis très longtemps en France entre le secteur des grandes écoles, des organismes et des universités. Donc, injonction à la coopération locale d'un côté, et puis de l'autre, injonction à la compétition qui, elle, incitait plutôt à courir plus vite qu'on ne pouvait, plutôt que de coopérer avec les personnes, enfin les établissements qui étaient à côté. Donc voilà un petit peu les grandes évolutions qu'on a pu constater au cours des 20 dernières années, plus d'autonomie pour les établissements, plus de mise en compétition et en même temps une injonction à la coordination territoriale qui est, je dirais, celle qui est qui est finalement le mouvement le moins abouti, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des communes sont en reconstruction, beaucoup sont dissoutes, d'autres essayent de trouver des formes plus allégées de coopération et ont finalement du mal à trouver véritablement leur rôle et leur place dans le système français, qui reste malgré tout structuré avec les grandes écoles, les universités et les organismes de recherche de l'autre actuellement. Merci pour ce panorama, Christine. On revient vers vous dans un instant. Alain Fuchs, est-ce que vous reconnaissez dans cette description de ce que vous avez vécu là, ces dernières années, à la fois au CNRS et puis maintenant en tant que président d'université, et puis est-ce que on aboutit enfin sur ces histoires de structure et est-ce que ça répond aux enjeux de décrochage qui ont été cités en début de conférence ? Oui, je me retrouve évidemment dans les analyses de Christine Musselin, dont c'est le travail voilà, c'est son travail de chercheuse qui est extrêmement éclairant pour nous, éclairant aussi pour le politique, je l'espère, et oui, la contradiction que Christine vient de souligner est réelle. Il y a quand même eu un moment, une fausse route avec les communes et avec cette idée de coopération, de coordination territoriale. Voilà.
Je pense que pour se coordonner, je ne sais pas, sur un territoire un peu élargi avec plusieurs universités, on peut effectivement se coordonner. On peut penser à ce que, par exemple, les formations se coordonnent, etc. C'est parfaitement raisonnable de faire ça. Je crois qu'on n'a pas besoin de structure pour ça. On n'a pas besoin de construire un établissement public pour ça. Voilà. En revanche, le mouvement général c'est notamment celui des IDEX, mais on peut faire autrement qu'avec des IDEX. En tout cas, ça a été la politique de l'État, il y a un programme avec beaucoup d'argent. Ça n'est pas fondamentalement de demander à des établissements de coopérer. L'ambition est beaucoup plus importante. Il s'agit soit de recréer une université à des endroits où je pense à le cas de Strasbourg, qui a été la première université réunifiée en quelque sorte, donc de recréer quelque chose qui ressemble à une université dans le sens multidisciplinaire, etc. D'autant plus pour prendre cet exemple de Strasbourg, l'université a existé, c'était l'université impériale, et lorsque Strasbourg n'était pas en France, hein, provisoirement. Donc après cet éclatement lié à, je m'en réfère évidemment, comme toujours, aux travaux de Christine Musselin, mais enfin qui sont extrêmement bien écrits et bien détaillés, qui encore une fois sont extrêmement éclairants. Moi, je vous recommande surtout son ouvrage sur la longue marche des universités françaises, qui est voilà, que je crois tout le monde devrait lire dans nos établissements. C'est tout de même un mouvement intéressant qui est non pas celui de se dire, lorsqu'il y a eu 3 à 4 universités dans une ville à la suite d'une fausse route des lois fortes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas déraisonnable de se dire que dans cet endroit-là, on peut tenter ou inciter les universités à se retrouver, à se réunir et à faire quelque chose qui ressemble à des universités, à certains types d'universités dans le monde, c'est-à-dire l'université multidisciplinaire. C'est la moindre des choses, voilà, de plus se retrouver avec ce que pendant longtemps on a appelé université, c'est-à-dire d'un côté l'université de sciences humaines, de l'autre l'université de droit et médecine, puis ensuite l'université de sciences et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc ce mouvement-là, il s'est étendu à des regroupements, on a appelé ça regroupement pendant un certain temps, à des regroupements beaucoup plus hétérogènes. Ça a été le cas à Saclay, par exemple, c'est le cas de l'université que je préside, PSL. Ça sera d'une façon ou d'une autre aussi c'est un peu aussi le cas à Grenoble, par exemple. Je ne vais pas faire le tour de France, mais au-delà, de ce que je venais de décrire, par exemple pour Strasbourg, pour Marseille, pour Bordeaux, il s'agissait de tenter de faire quelque chose qui puisse ressembler à l'université. Je crois qu'on est en train d'y parvenir, à partir d'établissements qui n'ont pas le même statut, et là on revient à cette idée, peut-on regrouper, intégrer des grandes écoles et des universités, des grandes écoles d'ingénieurs, des écoles normales, etc., et d'autres établissements. Je crois qu'on est en train de répondre. Alors récemment, on a eu l'automne dernier les résultats du jury IDEX pour Saclay, pour PSL. Je pense qu'il faut quand même regarder d'assez près le fait que dans ces deux cas, des grandes écoles, et pas des moindres, ont intégré ou sont en train d'intégrer, ont intégré un objet qui s'appelle l'université. Ça ne sera pas nécessairement le cas partout en France aujourd'hui. Je pense que c'est néanmoins une avancée assez considérable. Quand vous avez à Saclay Centrale Supélec, que vous avez à Groupe Paris-Tech, que vous avez l'IOGS, et plus l'école normale de Paris-Saclay, l'école normale supérieure de Paris-Saclay, quand vous avez à PSL l'école des mines, le SPCI, l'école de chimie et évidemment l'ENS, qui ont intégré dans un modèle un peu particulier, mais enfin, voilà, c'est les universités du XXIe siècle. On peut inventer des modèles et faire en sorte que le système se diversifie. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez spécifique. Il me semble que on est en train de montrer que la vieille querelle, les grandes écoles, universités, qu'est-ce qu'on va faire? Faut-il supprimer les grandes écoles? Faut-il les intégrer de force dans l'université? Je crois qu'on a complètement dépassé ça et qu'on est aujourd'hui sur la voie, quelque chose de nouveau qui me paraît
plus qu'encourageant. On va regarder le cas du CIRAD et de Montpellier dans un instant. Christine, une réaction sur ce que vient de dire Alain Fuchs. On atterrit sur quelque chose qui est un peu plus cohérent, un peu plus aux normes internationales, si je puis dire. Moi, j'ai toujours du mal à savoir ce que sont les normes internationales, ce qu'on met derrière, parce que quand on regarde les différents pays, on a tellement de variétés, et ce qu'on appelle université est tellement différent, reste tellement différent d'un pays à un autre, que j'ai beaucoup de mal avec cette idée de normes internationales. En revanche, je trouve qu'il y a des expérimentations actuellement en France qui sont tout à fait intéressantes et qu'il faut effectivement suivre. Je suis d'accord avec Alain sur le fait que quand on regarde Saclay, PSL, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a plus vraiment d'université dedans, puisqu'on a quand même que des grands établissements, des grandes écoles. Mais à Saclay, on a vraiment quelque chose qui était une université au sens du statut en France, d'université et des grandes écoles. On a ça aussi, je dois dire, à l'université Eiffel, avec Paris-Est et d'autres des grandes écoles qui intègrent aussi ce projet-là. Il faut voir si ça tient. Voilà, c'est un petit peu ça le pari. On est au tout début, mais moi personnellement, je trouve ça effectivement très intéressant. En revanche, je ne pense pas que cela permette de complètement dépasser la coupure entre grande école et université, ni même la coupure avec les organismes. Je dois reconnaître que Alain Fuchs, quand il était PDG du CNRS, a vraiment beaucoup œuvré pour rapprocher les universités et le CNRS, mais je pense que il reste énormément de choses à faire. Enfin, Louis Vogel le disait tout à l'heure, il y a un problème de coordination, et ce problème de coordination, il n'est pas au niveau des labos. Il n'est pas au niveau de la paillasse, il est véritablement entre les institutions. Et il me semble qu'on reste encore beaucoup trop en compétition entre le CNRS, je dis le CNRS, mais c'est pareil pour l'INSERM et pour les autres organismes de recherche. On reste beaucoup trop en compétition entre ces organismes de recherche et les universités. Et il me semble qu'on ira vraiment au-delà de la situation actuelle quand on arrêtera d'être dans la concurrence. Les organismes de recherche, à mon sens, maintenant que les universités françaises existent, qu'elles ont une certaine autonomie, qu'elles fonctionnent comme des établissements assez autonomes, pas complètement autonomes, mais assez autonomes, les organismes de recherche devraient en fait être au service des universités, plutôt que de continuer un rôle de définition d'une politique scientifique nationale. Elle devrait accompagner les politiques des établissements beaucoup plus que cela n'est le cas aujourd'hui. Je vais pas faire plaisir à Alain, mais franchement, moi je trouve que la bataille autour du nombre d'ERC et la revendication des organismes de recherche de dire quand c'est un chercheur de tel organisme, le RC relève le nombre, enfin la comptabilisation de l'ERC relève de l'organisme. Je trouve que quelque part, c'est resté dans un système de compétition entre les organismes et les universités et que, en fait, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Et, par rapport au système mondial et à la manière dont les classements internationaux ou les statistiques sur les publications, etc., sont aujourd'hui mesurées. Michel Eddy, Alain réagit, bien sûr, oui, bien sûr. Sur ce dernier point, je suis entièrement d'accord. Ah, c'était facile comme réponse. Non, je suis vraiment d'accord. Je ne vais pas raconter tout ce que j'ai tenté de faire et tous mes échecs parce que ce serait un peu long, quoi, hein. Bon, mais voilà. Christine a raison. Voilà. Mais quand vous avez dans votre contrat d'objectif et que l'État insiste pour mettre dans votre contrat d'objectif le nombre d'ERC, il faut comptabiliser les ERC. C'est aussi bête que ça et c'est vraiment très bête, hein. Pardon. Au moins, c'est très concret. Non, mais merci, on est là, c'est un débat. Michel Eddy, on a envie de savoir, dans un autre cas, peut-être que celui du CNRS, qui est effectivement l'organisme majeur en France, on va prendre le cas du CIRAD, comment votre stratégie a évolué un peu dans le cadre de ce que disait Christine, et puis peut-être une question très directe aussi, quand vous entendez il faut que les organismes soient au service des universités, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type d'affirmation, de souhait ? Alors, dans la formulation au service d'eux, je la trouverais un peu limitée, mais que nous soyons ensemble au service d'un but commun, ça, je le partage absolument, et que cette logique puisse se déployer en particulier dans un voisinage géographique qui est un site,
dans des alliances politiques et stratégiques fortes entre des établissements qui ont des statuts, des missions qui sont différentes. Oui, ça, j'y crois. Et j'y crois au regard de l'expérience des 20 dernières années que les ouvrages de Christine ont largement éclairé. Et j'y vois, moi, personnellement, effectivement, une trajectoire sur laquelle nous progressons tous collectivement, avec des résultats qui sont des résultats encourageants, qui ne disent pas la fin de l'histoire. La trajectoire n'est pas terminée. La bataille sur le nombre de RC, par exemple, qu'on peut ou pas gagner, est effectivement quelque chose qui est encore un peu désolant, mais sur cette trajectoire, nous avons progressé. Et je pourrais apporter le témoignage d'un organisme de recherche finalisé, un EPIC sans agent comptable, avec un mandat et une mission un peu particulière, et qui a vu sa relation à l'université de son site, l'université de Montpellier, se transformer radicalement dans les 10 dernières années grâce aux mécanismes qui ont été mis en place par l'État et dont je veux témoigner du fait que dans le cas de Montpellier et dans le cas du CIRAD, elles ont apporté des effets qui me paraissent sensiblement, substantiellement positifs. Mais avant que de faire ce commentaire et cet exemple-là, juste un commentaire plus général sur ce qu'a dit dans le tableau général qu'a dressé Christine sur les intentionnalités politiques de ces mécaniques-là, parce que somme toute, les étapes qu'elle a analysées répondent d'une intention politique portée par le pouvoir politique et qui avait vocation à transformer le système. D'abord, dire que la lente marche des universités vers l'autonomie, quand on est du côté d'un établissement de recherche, c'est vrai que de prime abord, c'est un sujet qui étonne. Nous sommes autonomes depuis l'origine de la création de nos établissements. Nos établissements de recherche, les établissements nationaux dans l'écosystème de la recherche, ont, depuis leur création, le CNRS comme le CIRAD, des capacités de gestion de la totalité de leurs moyens qui leur sont dévolus par l'État et dont on peut dire que, somme toute, elles fonctionnent. Et c'est vrai que, au regard, la situation de nos collègues universitaires a toujours été, dans un premier niveau d'analyse, surprenante. Que la situation des universités ne soit pas la même que celle des organismes de recherche de ce point de vue-là, peut questionner. Comment cela se fait-il ? Parce que pour le coup, si ça a été possible pour nous, pourquoi ça ne l'est-il pas pour eux ? Et c'est là que l'analyse que Christine fait, avec y compris derrière l'histoire de l'université en France, qui est une histoire particulière, et qu'il faut connaître pour comprendre ces choses-là, interroge et interpelle. Donc, l'autonomie, c'est possible. La preuve, c'est que nous la pratiquons quotidiennement et sans difficulté. Pour prendre un exemple que nos auditeurs comprendront, pour ceux qui connaissent un peu le système, ce débat surréaliste sur qui prend en charge tous les ans le GVT dans le budget des universités est un débat qui a été réglé depuis longtemps dans le budget des établissements de recherche. Nous, on se le prend, on se le gère, on se l'intègre et on se le fade. Et on en fait ce qu'on doit en faire. Et l'État, d'ailleurs, est bien content de nous faire confiance en constatant qu'on le fait. Et nous, quand ça nous fait un peu trop mal, on proteste. Mais on le gère. On le gère de manière responsable et politique. Et du côté de l'université, ce n'est pas encore le cas. Alors, juste sur l'intention, donc, d'abord dire que le système de recherche, il est habité par la diversité. Et que cette diversité de fonctions, elle me paraît utile et nécessaire. Ça éclaire quand même le débat qui est là. C'est-à-dire que le système de recherche français, globalement, il est constitué de 4 grands ensembles. 2 ensembles qui relèvent de l'enseignement supérieur, les universités et les écoles, qui ont une double mission enseignement et recherche à CNC, et puis le monde de la recherche plus proprement qui n'a qu'une mission de recherche, encore que, avec des établissements de recherche plutôt qu'on va qualifier de recherche fondamentale, et le CNRS est le premier d'entre eux, le navire amiral de la recherche française, encore qu'aujourd'hui le CNRS fait de la recherche fondamentale, mais sur des questions et des enjeux qui sont assez thématisés et importantes, et donc la porosité va effectivement vers le sens de comment on contribue à répondre à des questions et à des sujets qui renvoient à l'interpellation tout à l'heure d'Alain sur le place de la science et du citoyen. Si la question se pose, c'est bien parce que la société a besoin de la science. Et que donc, nous, les scientifiques, nous devons nous poser des questions sur ce que la science attend de nous. Et que cette porosité-là, cette mélange-là, il n'y a pas de pureté du système. Il n'y aura plus jamais de pureté du système. Nous sommes dans la même société. Et donc, des établissements de recherche, plutôt de recherche fondamentale, qui sont des établissements publics administratifs, pour parler des EPST, les EPST. Et puis, à côté de ces ensembles-là, des établissements de recherche plus finalisés, plus thématisés sur une finalité économico-industrielle, qui sont des EPIC. Et des EPIC, c'est des établissements à caractère industriel et commercial avec une proportion de recherche, de ressources contractuelles, encore qu'aujourd'hui, ça ait bien disparu. Si on fait des comparaisons, ça n'est pas toujours vrai. Mais un statut différent qui est un statut qui ne sont pas des fonctionnaires. Les employés du CIRAD sont des salariés. Chez nous, la négociation salariale entre la direction et les organisations syndicales structure et organise la totalité des rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Je n'attends pas que l'État négocie à ma place les augmentations des salaires tous les ans. Ça, c'est mon boulot de négocier avec mes organisations syndicales dans un cadre contraint, certes, qui fait que nous n'avons pas d'accord, mais c'est moi qui assume cette responsabilité. Et c'est moi qui discute avec les organisations syndicales. Et donc, encore une fois, là, l'autonomie, on le voit bien. Donc, cette diversité, elle existe et elle correspond à des fonctions qui sont quand même sensiblement distinctes et différentes et qu'il faut conserver dans le fonctionnement,
du système, me semble-t-il, parce que la science, elle a cette dimension large, cette diversité et cette nécessité de répondre à plein d'enjeux et à plein de questions. Donc, premier élément, la diversité. Deuxième élément, l'autonomie. Et troisième élément, le nécessaire rapprochement de tout cela. Parce que la compétition est là. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'État? Eh ben, dans une culture, me semble-t-il, ça c'est mon analyse personnelle, hein, mais dans une culture bien française dans laquelle la règle, la norme administrative et le fait qu'on souhaite absolument être complètement autonome et indépendant tout en demandant à l'État de régler tous ces problèmes dès qu'on en a un, et que surtout, on n'ait pas de strates intermédiaires, de corps dits intermédiaires dans nos sociétés, des universités, par exemple, capables d'être réellement autonomes. Je connais bien l'autonomie des universitaires, je suis toujours très, très attentif à l'autonomie des universités en construction. Et donc, cette autonomie-là, qui est le fait d'établissement et d'opérateurs de plein exercice, eh bien, celle-là, il faut arriver à la constituer. Et dans la culture française, on avait tendance peut-être à penser qu'une grande loi, un grand système global allait dessiner un paysage une bonne fois pour toutes, dans lequel chacun allait trouver sa case et rentrer dedans. Et on sait bien que ça ne marche pas. Et donc l'État, il a décidé qu'il allait prendre une autre méthode, il y a 20 ans, avec tous les instruments qu'a décrit Christine, et il a dit, voilà, là, il y a une boîte à outils, il y a des outils transformants, mais ces outils transformants, évidemment, ils supposent que pour que vous les utilisiez, faut transformer un peu les choses, il faut changer les règles, il faut modifier votre organisation, et si vous le faites, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des moyens en plus, parce que vous allez répondre à tel et tel objectif. Vous voulez le faire, vous le faites, et c'est votre responsabilité, et vous le portez, et vous exprimez votre autonomie politique et stratégique. Vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème, vous ne le faites pas, mais vous n'allez pas avoir moyen. Et donc, voilà, que le meilleur gagne. C'est un peu darwinien, pour reprendre une image qui a été utilisée, mais somme toute, ça a fait bouger les lignes. Parce que qu'est-ce que ça a développé dans le système? Ça a développé effectivement de la prise de risque, ça a développé des initiatives stratégiques, ça a développé chez un certain nombre d'acteurs, en particulier universitaires, parce que le centre de cette politique était la transformation de l'université, ça a développé l'envie de faire des choses. Et ce que nous voyons aujourd'hui, 20 ans après, c'est que le paysage, il a substantiellement changé quand même. L'exemple de PSL, l'exemple de Paris-Saclay, qui aurait dit il y a 10 ans qu'on y soit arrivé où on est arrivé? Moi, j'y croyais, je vous le dis, personnellement, je n'y croyais pas qu'on soit à ce point arrivé. Et donc, cette transformation, elle est en cours, elle est en route et elle produit des effets. Et si je prends juste l'exemple du CIRAD, épique, finalisé, de recherche agricole et agronomique, tourné vers les pays du Sud et en développement. Vous imaginez, on est tout au bord du système, nous, on est tout au bord du système. Mes relations avec l'université de Montpellier, il y a 10 ans, étaient nulles. Aucune. Le monde universitaire, 3 universités, ils passaient leur temps à se batailler, à se chamailler, et communauté contre communauté, impuissance contre impuissance, immobilisme pour immobilisme, et rien ne changeait. Insupportable. Voilà. Et le monde figé, chacun gérant ses petites affaires, et tout le monde était peinard et tranquille. Et après, on pouvait protester contre l'État qui, évidemment, ne donnait pas les moyens pour faire augmenter les salaires, tout le reste. Mais rien ne bougeait. Il y a 2 présidents d'université qui, à un moment donné, dans ce contexte politique, ont pris le taureau par les cornes et ont décidé qu'ils allaient fusionner leur université et que derrière cette fusion, ils allaient porter un projet de site. Ils ont eu ce courage politique et ce courage stratégique. Moi, je les en remercie et je les félicite parce que ce facteur-là, cette fusion, cette décision qui leur est revenue et que l'État a permis à engager un processus avec les outils qui sont mis en place qui nous a permis de construire un e-site. On a eu tout un débat à l'époque, d'ailleurs, avec Alain et avec le CNRS sur IDEX e-site. Bon, finalement, chacun a choisi et puis le chemin de l'e-site a été pris et l'université de Montpellier l'a emprunté. Et elle l'a emprunté en plus avec une valence qui, pour un établissement de recherche comme le mien, était parfaite. La totalité de l'activité du CIRAD est dans le champ du projet d'e-site que l'université de Montpellier a porté. Peut-être, Michel, pour qu'on comprenne nourrir, concrètement. Soigner, protéger, être le portail de l'Europe sur la Méditerranée et les pays du Sud. Le mandat du CIRAD, c'est nourrir, c'est protéger, c'est soigner, et c'est d'être un instrument de coopération avec les pays du Sud. Tout mon établissement est dans ce périmètre-là. Donc, entrer dans cette construction était pour moi une évidence. Et donc, nous sommes entrés dans cette construction, et aujourd'hui, la relation entre le CIRAD et l'université est radicalement changée. Nous travaillons dans le cadre d'une politique de site, d'une stratégie de site que nous construisons. Nous avons des échanges réguliers. J'ai toutes les semaines des discussions avec le président de l'université pour régler des problèmes qui sont nos problèmes de fonctionnement collectif. Et le CIRAD, aujourd'hui, à l'international, établissement national de recherche, est fier de porter une marque qui est une marque de l'université de Montpellier, de l'université de Muse, que je porte à l'international comme étant la marque de l'université de Montpellier, dont je suis membre et dont je suis porteur de la valeur et qui m'aide dans ma politique et dans mon mandat. Donc, je dis que ça a réussi. Et ça, c'était remarquable. Réaction là-dessus. Je simplifie évidemment de manière un peu provocatrice aussi, mais la carotte et le bâton, Alain Fouque, c'était ça la recette de l'État pour faire bouger les universités? C'est aussi ça que décrit Michel Eddy?
Moi, je dois commencer par dire que ce que Michel vient de décrire est vraiment remarquable. Tu l'as dit, Michel, j'ai suivi à l'époque d'assez près. Hein, voilà, c'était compliqué, on va dire. C'est compliqué, hein, mais c'était compliqué partout. C'est compliqué partout parce que il a fallu s'acclimater avec les mouvements quand même très importants qui ont été lancés récemment. Hein, Christine le disait tout à l'heure. Beaucoup de choses se sont passées, mais se sont passées dans des échelles de temps qui sont pas gigantesques. Hein, voilà. Donc voilà, quand il a fallu que l'université se décide pour créer des presses, puis des communes, puis des machins, puis des ci, puis des ça, et puis des directions d'électricité, d'aller voir le jury IDEX tous les 36 du mois, tout ça, très très compliqué. Donc à Montpellier, Montpellier est une véritable réussite, et ce que vient de dire Michel est très important parce que ça va vraiment dans le sens de ce que disait Christine Michelin, c'est-à-dire un organisme de recherche qui est là. Alors on peut pas dire qu'il est au service, mais qui a un but commun et qui n'a pas peur de se dire nous sommes nous sommes membres de l'université, de la marque, oui, tout ça. Alors, évidemment, c'est plus difficile pour d'autres organismes nationaux qui sont présents un petit peu partout. Mais je pense que c'est un exemple. Je pense que c'est un exemple et je fais partie de ceux qui pensent que certains organismes de recherche que je ne nommerai pas devraient effectivement se préoccuper maintenant de choisir ses partenaires, de ne pas continuer obligatoirement à vouloir piloter la recherche partout et dans tous les coins de notre pays. Il y a là un exemple, hein, vraiment, véritablement. Donc félicitations Michel, et Dieu sait si je sais à quel point tout ça a été compliqué. Et d'autres endroits, tu le disais, tu es, je crois, optimiste, et je pense que tu as raison de dire que des choses ont bougé, des choses changent. Je reviens sur les nouvelles universités, qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il faut toujours trouver des noms un peu particuliers, c'est-à-dire les établissements publics expérimentaux, ce que nous avons fait nous, mais pas seulement, Saclay également, mais ce sera le cas, c'est le cas de l'Université de Paris, c'est le cas de Grenoble, c'est le cas de Côte d'Azur, et peut-être que j'en oublie, c'est de faire des établissements publics expérimentaux, si j'en oublie parce que l'Institut Polytechnique de Palaiseau est un EPE, et bon, il y en a peut-être encore un ou deux autres. Je ne suis pas là pour faire la liste complète des EPE. Les EPE, c'est ce qu'a permis l'ordonnance de décembre 2018. Je pense que dans ce contexte-là, ça me paraît utile tout de même de rappeler qu'il y a eu une ordonnance et que cette ordonnance a permis à l'État de faire des propositions. Je crois que tu faisais allusion à ça, c'est-à-dire voilà la boîte à outils, vous pouvez vous en servir, vous allez vous en servir pour bâtir vos nouveaux établissements. Et si vous ne le faites pas, vous ne le ferez pas, c'est tout. Mais je pense qu'on s'en est beaucoup servi, et je pense qu'aujourd'hui, cette ordonnance a vraiment été d'une très 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 grande utilité. Je pense qu'elle a été vraiment déterminante. Enfin, je l'ai dit et je l'ai écrit plusieurs fois. Je le redis ici aujourd'hui. Ça me donne l'occasion de le redire parce que très sincèrement, c'était ce dont on avait absolument besoin. Je trouve que à un moment donné, dans le contexte de la présidence précédente en France, l'État n'a pas assumé complètement ses responsabilités en termes, non pas de décision, mais de cadrage général. Et ce qu'a permis l'ordonnance de 2018, c'est de donner un cadre, voilà. Et puis de permettre à ces nouveaux établissements de déroger à certains articles du Code de l'éducation. Alors, ce sont des EPE. Petite parenthèse pour se rappeler à quel point notre complexité est souvent assez incompréhensible de l'étranger, vue de l'étranger. Au moment où il s'est agi, avec un certain nombre d'EPE, de pointer le nez pour figurer dans un certain nombre de classements internationaux, tout le monde parle du classement de Shanghai en France, mais il n'y a pas que ce classement-là. Mais en l'occurrence, le classement de Shanghai, c'était assez intéressant parce que nous avions rencontré les personnes de la RWU, qui est l'entreprise qui s'occupe maintenant, ça n'est plus l'Université de Jiaotong, c'est une entreprise qui s'occupe de ce classement, et on avait avec eux des échanges assez intéressants, parce qu'ils nous disaient
mais vous nous dites que, alors il s'agissait notamment de Saclay PSL, mais pas seulement, vous nous dites que vous êtes une université. Alors on explique que oui, mais alors quand on va voir le site web du ministère, c'est affreux. Qui va voir les détails des recoins du site web du ministère? Eh bien, eux, ils avaient la capacité et le temps et la patience pour aller regarder dans les coins. Et dans les coins, on a trouvé la liste des établissements d'enseignement supérieur français. Il y en avait 127 200 ou quelque chose comme ça. Et alors, parmi ceux-là, j'ai vu un jour cette liste. Je me suis dit, mais il y en a, j'ai pourtant quelques heures de vol dans l'enseignement supérieur français, mais il y en a que je connaissais même pas, et je connaissais même pas l'intitulé. Enfin, c'est de quoi s'agit-il, les établissements de je sais pas quoi. Et alors, dans cette liste, nous disaient les gens de Shanghai, il y a des universités. Ça, on comprend. Et puis, il y a des EPE. Alors, les EPE, on aimerait bien savoir ce que c'est. Parce que si vous nous dites que les EPE sont des universités, on va aller demander à la ministre si les EPE sont des universités, laquelle a effectivement répondu, mais oui, ce sont nos nouvelles universités. Les EPE sont des universités. Et la question que nous posaient les gens de Shanghai, c'est, mais alors, si ce sont des universités, pourquoi vous les appelez EPE? Bon, voilà. Il y a encore du chemin à faire pour expliquer notre système et la complexité de notre système. Mais les choses vont dans le bon sens. Voilà. Et je voulais juste terminer sur le fait que je ne voudrais pas ouvrir une discussion sur les classements internationaux. Les classements internationaux, ils valent ce qu'ils valent. Ils ont été très critiqués. On les a beaucoup critiqués quand on n'y était pas. Et puis maintenant, on continue à les critiquer quand on y est. Enfin, c'est un peu la névrose universitaire française. Mais le fait est que les classements sont regardés. On ne fait pas tout ce qu'on fait pour être dans les classements. Bah, évidemment non. Enfin, on n'est pas bon. Voilà. Mais le fait est que dans le dernier classement de Shanghai qui est paru, là d'un seul coup, les médias se sont réveillés en disant ah bon, bah finalement vous y êtes. Eh bien, je prends les 5 établissements français qui sont dans le top 100, eh bien 4 d'entre eux, si ma mémoire est bonne, sont des EPE, et qui ont vocation à devenir des grands établissements universitaires, tout simplement. Donc ça veut dire, je dis ça tout simplement pour dire que l'action de la ministre et l'action de ce gouvernement sur ce point précis a été extrêmement positive. Merci à vous. Christine Musselin, sur cette ordonnance qui permet du coup d'agencer des établissements qui jusque-là parfois se regardaient en chien de faïence, c'est, comme l'a dit Alain là, sur la fin de son intervention, un point intermédiaire avant autre chose, ou c'est un point d'atterrissage? Je pense que c'est un point intermédiaire. Parce qu'il y aura forcément des évolutions. Enfin, pour avoir lu certains des statuts de ces établissements, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de compromis, parfois pour leur constitution, de manière à concilier les exigences des uns et des autres. Et je suis pas toujours sûre qu'il soit possible de fonctionner exactement comme cela est prévu dans les statuts. Il y a parfois des assemblées d'une taille absolument considérable. On se demande, il y a aussi parfois des étages un petit peu trop, je dirais, peut-être un petit peu trop nombreux entre les services centraux, les composantes de premier niveau, les composantes de deuxième niveau et les départements encore en dessous. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura des aménagements qui viendront, mais qui viendront au fur et à mesure du fonctionnement, quand on découvrira les difficultés. Enfin, c'est un peu le propre de toute structure, c'est d'évoluer au fur et à mesure des problèmes qu'on rencontre. Hein. Mais c'est une avancée considérable, ça je reconnais aussi. Ça vous le dites. Ouais. Vous dites quand même dans votre livre, alors c'est pas à ce propos, mais j'avais envie quand même de vous reciter, vous dites c'est pas avec les structures qu'on gagne la bataille de la science et de la formation. On est là avec cette problématique qui est faire de la France une nation scientifique. On voit bien sur quoi l'énergie a en partie été dépensée ces dernières années. Est-ce qu'on répond à cet enjeu ? Alors, si j'ai pas lu le passage avant d'intervenir, je sais plus exactement où j'ai écrit cette phrase-là, mais a priori, je pense que c'était pour expliquer que parfois on mettait un petit peu trop de passion sur ces structures, à défaut de réflexion sur le contenu. Et que de toute façon, il y a plusieurs façons d'organiser une université. Et quand vous regardez les grandes universités dans le monde, celles qui apparaissent, disons, dans le top 100 de Shanghai, pour prendre cette référence-là, même dans le top 50, que vous regardez comment elles fonctionnent, certaines sont très centralisées, d'autres sont plutôt décentralisées, il y en a des petites, il y en a des grandes. Donc voilà, il y a une grande diversité, même parmi les 50 premières. Donc, se focaliser sur une seule façon d'organiser les choses,
ça me semble pas judicieux. C'est pas ça qui va permettre effectivement de produire de la bonne formation ou du bon enseignement. Et il me semble parfois qu'on est allé un petit peu trop loin. Alors, je trouve que l'exemple de Montpellier est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, on voyait bien qu'il y avait des écoles qui étaient très séparées de l'université et que la fusion des deux universités a permis beaucoup plus de relations entre les écoles, la nouvelle université et les organismes de recherche sur place. Mais il y a quand même des échecs dans cette politique et des échecs sur des lieux qui scientifiquement ne posent pas de problème. Donc, il me semble que parfois, on a un peu poussé trop loin cette logique de la structure qu'on voulait voir émerger avec voilà, des objets parfois trop hétéroclites, des rassemblements trop larges pour que ça puisse fonctionner et une pression quand même qui a été, à mon sens, relativement forte pour essayer de faire tenir ensemble des ensembles qui n'avaient peut-être pas vocation à tenir ensemble. Donc, il y avait un petit peu… on voit bien que dans certains cas, les fusions, ça marche très bien. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une fusion fonctionne à un endroit, on doit faire une fusion à un autre endroit sur le même modèle. Avec, vous voyez, c'est ça un petit peu que je voulais dire derrière cette phrase-là, c'est que il n'y a pas une seule façon d'organiser les choses. Et si Saclay finalement fonctionne aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a abandonné le projet de départ. Et c'est pas faute d'avoir essayé pourtant de l'imposer, ce projet. Si on regarde toutes les interventions qu'il y a eu de la part des différents ministères pour faire que Saclay marche, que Saclay ne tombe pas, que Saclay puisse devenir une IDEX, on voit bien qu'il a fallu des efforts considérables. Et c'est quand on est devenu un peu plus raisonnable et qu'on est allé vers quelque chose qui, avec des gens qui avaient envie de travailler ensemble et qui avaient une taille voilà, qui était jouable, quand on est allé vers quelque chose de plus viable, que ça a commencé à véritablement fonctionner. Donc, moi, j'ai quand même pensé je continue à penser qu'on a quand même voulu à un moment donné imposer un seul modèle. Et tout à l'heure, Alain disait, ce qu'il y a bien avec les IDEX, c'est que quand même, c'était pas la structure qui pilotait les décisions. Moi, je suis quand même beaucoup plus, je dirais pas les choses comme ça parce que les questions de gouvernance, d'intégration ont été extrêmement prégnantes dans les décisions qui ont été prises, parfois au détriment du scientifique. Et je pense que parfois on est allé trop loin dans ces attentes vis-à-vis des structures. Qu'en pensez-vous, Alain et Michel ? Moi, je dirais que, bien sûr, on ne peut qu'approuver ce que vient de dire Christine. Enfin, l'analyse est très très claire. Ce que j'ai sans doute pas bien dit tout à l'heure, c'est que oui, tout le monde a fait ce constat que l'évolution des évaluations successives du jury IDEX a conduit au bout d'un moment, sous la pression, ils ne l'ont pas fait tout seul, sous la pression du Commissariat général à l'investissement, à se focaliser énormément sur la gouvernance, sur les structures, etc. Et ça a conduit effectivement à des échecs cuisants. Je fais l'hypothèse, c'est facile de faire des hypothèses comme ça, mais je fais l'hypothèse que si l'ordonnance avait émergé plus tôt, que plusieurs années plus tôt, on n'en serait peut-être pas là à Toulouse, on n'en serait peut-être pas là à Lyon non plus, mais c'est une hypothèse comme ça, voilà. Parce que ce qui a été proposé là, c'est pas de l'ordre de la structure, c'est de l'ordre de adapter votre projet, si vous en avez un, adapter votre projet, adapter, excusez-moi, vos statuts et votre organisation au projet que vous avez. Ce qui veut dire que je pense malgré tout que ce qui a réussi, en dépit de cette volonté sans doute excessive de travailler sur la gouvernance et de ne regarder que la structuration organisationnelle, etc., ce qui a tout de même réussi, ce sont les projets, parce que ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont traversé ce que j'appelle la vallée de la mort, hein, parce que voilà, je prends Saclay que j'ai bien vu, sur lequel j'ai bien travaillé quand j'étais président du CNRS. À un moment donné, Saclay était sur le point simplement de capoter, parce que j'ai des souvenirs de rencontres avec le jury IDEX où j'étais avec la délégation de Saclay, où ce qui avait été dit était vraiment extrêmement sévère. C'est vous n'y arriverez jamais, vous faites etc., etc.
Mais ce qui a fait que finalement cette vallée de la mort a été franchie, c'est bien qu'il y avait un projet scientifique, qu'il y avait une valeur ajoutée pour les collègues sur le terrain, d'avoir obtenu des LabEx qui leur permettaient de déployer leurs projets scientifiques en vraie grandeur, d'avoir obtenu l'argent IDEX qui leur permettait d'avoir des projets de formation ambitieux, etc., etc. Donc il y a, de façon sous-jacente, il y a vraiment des projets. Un IDEX, un EPE, un peu importe, ne réussit que finalement si on vérifie qu'il y a un projet et il y a une communauté suffisamment large qui y adhère. Et voilà, en dépit finalement des contraintes sans doute très lourdes, et Christine a raison, ce qui me rend optimiste, c'est que les projets existent. Voilà. Alors, Michel Eddy. Moi, je partage absolument le dernier propos d'Alain. Je pense que le passage de cette vallée de la mort et ceux qui ont réussi, c'est bien parce qu'il y avait un projet. Et parce qu'il faut se le redire, je crois vraiment que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour réussir dans cette démarche un peu complexe qui est un jeu quand même un jeu un peu de cache-cache entre une culture majoritairement administrative, législative, une seule règle, un seul principe, un seul corps, et puis le besoin absolument indispensable d'autonomie, de liberté, de diversité d'organisation, et donc dans lequel l'organisation redevient ce qu'elle doit être, un moyen au service d'un projet. Or, bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations dans lesquelles l'organisation, le projet est au service de l'organisation. Et dans ces configurations-là, évidemment, ça capote. Et dans des endroits où c'est passé, des endroits où on a réussi, c'est parce que d'abord, il y a des gens qui ont eu une vision, avec un projet, une stratégie, et qui ont eu du courage de le porter. Et je trouve que de ce point de vue-là, le processus sélectif tel qu'il a été mis en place, à défaut d'être darwinien, il a révélé des équipes dirigeantes, des personnalités, des leaders qui, avec les conditions dans lesquelles le jeu se déroulait, et moi, Dieu sait si je suis admiratif du côté de mes collègues présidents d'université, moi qui suis nommé en conseil des ministres, je sais que je peux être démis, ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, je vois bien le confort que ça a, plutôt que d'être dans cette posture où il faut imaginer une transformation en permanente, en poussant un corps social vers l'avant, alors qu'en même temps, ils sont ceux qui vous élisent. Il y a là des règles qui sont pesantes d'un point de vue sociologique. Et quand vous la doublez d'une culture administrative, d'une culture du corps et d'une culture syndicale, qui est d'un conservatisme à désespérer, même Billancourt, vous voyez que pour faire bouger ça, il faut du courage. Eh bien, on y est parvenu à travers ça. Et puis, mine de rien, une petite blague, un petit éclairage. On parlait tout à l'heure du rapport du politique et de la science. Pour le coup, le seul moment, parce qu'il y avait une connivence, et là aussi je suis d'accord avec Alain, entre le SGPI et puis le Conseil scientifique international, c'est bien que le seul moment où l'État a systématiquement, depuis 10 ans, 12 ans, suivi les avis du Conseil scientifique sur les dispositifs d'IDEX et d'ICIT, c'est dans le cas de cette structuration. Jamais l'État n'est revenu sur les décisions prises par ce Conseil scientifique. C'est une première dans l'histoire de la République. Je ne sais pas si c'est la République des sciences, mais c'est une première. Et Dieu sait si on a autour de nous des collègues qui disent, si le jury... il dit des conneries, on n'est pas d'accord avec lui, mais à la fin, on va aller voir le ministre, on va aller voir le Premier ministre, et ça va se régler. Eh ben non. Là, pour le coup, ça ne s'est pas réglé comme ça. Et donc, voilà, cette diversité est nécessaire et il faut l'introduire. Et moi, je suis comme Alain, je regrette que la loi OR, avec créant les EPE, les établissements publics expérimentaux, ce qui montre que s'il y a expérimentaux, ça veut dire que ça va encore durer, que la transformation n'est pas finie. D'ailleurs, c'est 10 ans dans la loi. Il va falloir qu'on y revienne après pour voir comment on consolide. Mais si la loi OR est arrivée en 2018, c'était probablement un peu tard. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'elle apparaisse plus tôt pour libérer ces énergies créatives qu'il y a dans le système. Parce que le potentiel, il est là. Il est là, le potentiel. D'intelligence, il est là. Et donc, c'est avec ces forces-là, on peut faire des choses merveilleuses. Un mot, ça fait un petit moment qu'on vous a pas entendu, Louis Vogel, puis vous avez démarré aussi dans votre intervention en appelant des hubs, des universités d'excellence. Alors, à quoi ça vous fait, comment ça vous fait un peu réfléchir à toute cette évolution que vous avez connue, parce que vous étiez président de la CPU quand tout ça a finalement aussi pris forme, hein. J'ai connu le changement, c'est-à-dire que, pour raconter une histoire qui m'est arrivée au début de mon mandat de président d'université, quand j'avais besoin de postes, il y avait les remontées des différents départements de mon université, et puis j'envoyais ces demandes au directeur de l'enseignement supérieur, qui m'appelait 9 mois après, et qui me disait, tu m'as demandé 2 postes de professeur allemand, j'en ai pas, je te donne un poste d'histoire du droit à la place. Tu avais de l'anglais, je te donne 2 en espagnol. C'était ça, la gestion des universités avant l'autonomie. Donc on revient de loin, avant les premières lois sur l'autonomie. On revient de loin, et je pense que ce que l'autonomie a fait, c'est que
ça a libéré les énergies. Il a beaucoup été question de ça. Alain a parlé des projets, des énergies. Il y a un tas de choses qui se sont faites dans mon université qui n'ont rien à voir avec l'autonomie, avec la restructuration réglementaire, qui ont fait que cette université a commencé à bouger, à créer des nouvelles filières, à créer des écoles internes, à faire des accords des universités voisines, etc. Donc, il y a véritablement un mouvement, mais il n'est pas fini. Parce qu'il faut bien voir que dans ce pays, il y a des strates, il y a une gestion nationale, il y a un certain nombre de choses qui sont gérées au niveau national. D'ailleurs, ce n'est que très récemment qu'on parle des universités. Avant, on parlait de l'université. Tout le monde pareil, ça a été dit par les uns ou les autres. Aujourd'hui, donc, on redonne de l'autonomie que les universités n'ont pas, et elles n'en ont pas encore assez. Il faut leur en donner beaucoup plus. Il faut continuer. Le mouvement est commencé, mais c'est pas fini. Et Christine a dit une chose très vraie tout à l'heure. Après, la concurrence, il faut savoir où on la place. En ce moment, il n'est pas aux bons endroits. Il y a des gens qui se font concurrence, qui ne devraient pas se faire concurrence. Il y a des institutions qui ne se font pas concurrence, qui devraient se faire concurrence. La concurrence ne peut pas la mettre partout. Hein. C'est un spécialiste de droit de la concurrence qui parle. Il faut la mettre là où il faut. Il ne faut pas faire de la concurrence à tout le monde. Et alors, donc, il y a une nécessité de regroupement. À quoi ça a servi, les regroupements? D'abord, à faire de la pluridisciplinarité. Alain l'a dit dès le départ, à faire de la pluridisciplinarité. Là, il n'y en avait pas. On a essayé, et ça a été assez simple. Et ça, c'est un des gros problèmes de nos universités. Des universités qui fonctionnent en espace clos. Vous voyez, par exemple, les juristes ne parlent pas aux philosophes, ne parlent pas aux sociologues, ne parlent pas aux historiens. Nous, on a des historiens du droit, on a les nôtres, ils n'ont rien à voir avec les autres. Il faut absolument décloisonner tout ça pour faire de la création. Il faut que tous ces professeurs deviennent des créatifs. Moi, j'ai créé au sein de Paris 2 quelque chose qui s'appelle le collège de droit, où j'ai fait venir des profs de philo, de sociaux, mais très très vite, c'est devenu des sociologues du droit, des philosophes du droit, des historiens du droit. C'est pas ça qu'on veut. On veut mélanger les disciplines pour essayer d'aller plus loin. Vous croyez pas qu'un professeur de droit pénal, il a besoin de savoir comment ça marche, la psychologie du criminel? C'est intéressant de pouvoir discuter avec des psychologues. On n'est pas encore allé assez loin. Il faut continuer dans cette direction. Et les étudiants, c'est ça qu'ils demandent. Parce qu'ils en ont marre de tourner en rond. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse de la science fermée. Hein. Ils veulent allez, comment est-ce que je peux aller plus loin? Et c'est là que les études deviennent intéressantes. Vous savez, tous ces étudiants en droit qui s'embêtent en première année, on leur dicte ses cours, etc. Mais si on commence à ajouter de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire, de la science, ça change tout. Donc, il y a véritablement à poursuivre ce mouvement. Il faut aussi effacer les conséquences néfastes, parce que dès qu'on commence à bouger le système, évidemment, les mastodontes qu'on a créés, des choses énormes, des universités ingérables. On a les plus grosses universités, on a fait comme les Italiens, on a fait des universités avec des milliers d'étudiants, avec des structures non adaptées. Et alors, quand vous alliez voir le ministre, qui vous disait, partout, les statuts de l'université, c'est ça. On essaie, Christine a dit tout à l'heure, on essaie de leur dire, mais chaque université doit avoir les siens. Les statuts pour un juriste, c'est pas la même chose que pour un scientifique. Il faut faire vivre tout ce monde-là ensemble. Il faut faire du sur-mesure. Il n'y a pas une université qui doit avoir les mêmes statuts. C'est impossible d'imaginer que les situations sont identiques partout. Donc, on a lancé quelque chose. Mais on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que je disais au début, en introduction, c'est que le temps presse. C'est qu'on ne va pas pouvoir garder. On a tellement toutes ces énergies, tous ces projets, etc., qui ont commencé à se libérer. Mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que les autres ne nous attendent pas. Il y a des pays dans lesquels on n'a pas toutes ces structures, toutes ces pesanteurs, tous ces contrôles. C'est vrai, quand je me suis battu pour l'IDEX, je me rappelle, j'étais avec Alain, qu'est-ce qu'on parlait de gouvernance, d'organisation. Le projet, on l'oubliait, on mettait le projet dans la structure. C'est la structure, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et doit être au service du projet. On faisait l'inverse pour que ça colle bien. Et on ripollinait tout ça, ça devenait un village Potemkin. Le projet n'avait rien à voir avec la structure. Et on vendait la structure. Alors, on en arrive à des aberrations. Eh bien, il faut absolument qu'on sorte de là. Je pense qu'on a commencé quelque chose. Il faut reprendre les choses et continuer. Beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. L'heure tourne, mais on va quand même traiter un sujet. Alors, Christine, je vais encore vous donner un challenge parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Mais là, le sujet qui a été ouvert par Louis Vogel et qui a été effleuré à plusieurs reprises tout à l'heure, c'est celui des carrières, du marché des universitaires. Peut-être je crois que c'est votre terme. Alors, on va pas avoir le temps de le développer, mais dites-nous un petit peu quel est l'enjeu là-dessus sur ces disciplines, sur ces carrières pour l'avenir.
En très peu de temps, ça va être compliqué, mais peut-être pour reprendre les propos de Louis Vogel au début, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir attirer un universitaire dans une université? Qu'est-ce qui va rendre attractif en fait un poste? Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est pas simplement la rémunération, mais quand même, il me semble qu'il y a deux choses qui sont très importantes. C'est d'une part ce qu'on pourrait appeler plus généralement la relation d'emploi, c'est-à-dire, bien sûr, il y a la rémunération là-dedans, mais c'est aussi le type de contrat qu'on va proposer. Ça va être aussi le type de poste auquel on va pouvoir accéder. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, ce sont les conditions de travail. Hein, bien évidemment, les équipements, le fait d'avoir un budget de démarrage, le fait de pouvoir être accueilli quand on arrive, d'avoir un budget de recherche. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont déjà un petit peu en gestation actuellement dans la loi, dans la LPR, hein, la loi de programmation de la recherche. On va pouvoir avoir de meilleures rémunérations, on va pouvoir avoir un budget de recherche quand on arrive à l'université. Mais pour autant, je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et qui coûtent pas grand-chose. Et je voudrais juste en citer peut-être 3 si on n'a pas beaucoup de temps. La première, ce serait de modifier vraiment la posture que les universités ont quand elles recrutent. C'est vrai qu'elles sont face actuellement à un marché où elles ont très peu d'offres d'emploi face à énormément en fait de candidats. Et de ce fait, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour attirer les gens. Et je pense qu'il faut complètement inverser la situation. Je ne parle pas d'inverser les chiffres, ça, je n'ai pas le pouvoir de le faire et ça coûte très cher. Mais tout simplement de se mettre en position d'essayer d'attirer ces candidats, même s'ils sont très nombreux, et d'être véritablement dans une voilà, de montrer aux candidats qu'on recrute, qu'on était super contents qu'ils viennent, peut-être pas de dérouler un tapis rouge, mais en tous les cas, de ne pas leur dire qu'ils ont eu de la chance d'avoir le poste, mais qu'on est super contents qu'ils viennent. Et ça suppose aussi de modifier les comportements quand les gens rentrent dans le métier. Ce que je constate actuellement, et qui reste encore vrai dans la majorité des établissements, c'est que quand vous arrivez, vous n'avez pas de décharge d'enseignement, vous n'avez pas de budget de recherche pour travailler, et en général, on vous donne les charges pédagogiques que les autres ne veulent plus. Et je trouve qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. Être attractif, c'est voilà, c'est être aussi et dernier élément, mais j'aurais pas le temps de le développer, c'est de modifier les procédures de recrutement. C'est pas simplement supprimer la qualification du CNU, c'est modifier la manière dont on recrute dans les établissements. Et c'est par là qu'il faut commencer avant même de supprimer la qualification. Merci, vous avez bien relevé le challenge, Christine. Alors peut-être un mot sur ce challenge-là, Alain. Oui. Enfin, bon, c'est un sujet, c'est un très très gros sujet. On a beaucoup discuté, voire discutaillé sur la question de la qualification du CNU, etc., etc. Et bien sûr que Christine a absolument raison. Enfin, et j'ai le souvenir dans je pense le dernier de tes ouvrages où tu décris une situation que moi j'ai connue quand j'étais par exemple à Orsay, à Paris Sud, et c'était il y a longtemps, mais j'ai quand même l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé, où on a, je sais pas, 15, 20, 30 candidats à un poste de maître de conférence, et on va les écouter un quart d'heure chacun. Et puis surtout, on va les convoquer à la même heure, parce que bon, on va quand même pas s'emmerder. Enfin, je veux dire, vous savez, il y a ceux qui viendront pas, etc. Donc, à partir de 14 heures, ils sont tous là, ils sont dans le couloir, personne leur faire ne serait-ce qu'un verre d'eau. Enfin, voilà. Je caricature, c'est pas ce qui est écrit dans l'ouvrage de Christine, mais ça m'a tellement rappelé ces situations où on n'arrêtait pas de dire, mais enfin, vous voyez comment est-ce que vous avez l'impression qu'on se rend désirable et attractif vis-à-vis de tous ces candidats? On va en prendre un à la fin et on va lui dire, comme vient de dire Christine, t'as quand même de la chance d'avoir eu ce poste de maître de conf. Bon. Il y a encore du travail. Michel Eddy, ça, c'est pas forcément une problématique tout à fait identique pour vous, puisque vous êtes sur des contrats de droit privé, comme vous le disiez, vous êtes un EPIC. Un mot peut-être quand même sur la question de l'attractivité pour conclure, avant que Louis Vogel nous délivre. L'attractivité est un vrai sujet parce que d'abord, nous sommes une industrie de compétences. Le seul capital qui vaille dans nos organisations, c'est l'intelligence collective et individuelle des gens qui la composent. Hein. Acheter des machines, des laboratoires, des séquenceurs, le dernier des imbéciles est capable de ça. Recruter et former, recruter et offrir une carrière attractive et valorisante à des scientifiques qui, tout au long de leur vie, vont pouvoir permettre de développer des savoirs et des connaissances et d'avoir des relations qui vont s'élargir, y compris au reste de la société, ça, c'est un vrai sujet.
La qualité de nos organisations se mesure à l'attractivité des emplois qu'elles peuvent offrir. Et donc, de ce point de vue-là, en plus, on est dans un monde dans lequel, et Christine y insiste à juste titre, dans lequel la compétition est aujourd'hui la règle. Hein. Le marché de l'emploi, c'est un marché international. Et se mettre sur ce marché-là, c'est effectivement prendre le risque d'avoir un jugement sur sa propre organisation qui vous est renvoyé par les candidats qui se présentent. Parce qu'on a parfois le sentiment qu'il suffit d'ouvrir des postes pour que, évidemment, il y ait quelqu'un qui se présente au guichet, mais c'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours le cas de gens qu'on veut recruter. Donc, c'est un très, très gros enjeu. C'est pour moi, dans une organisation de recherche, le plus difficile, c'est piloter dans la durée la compétence. C'est la recruter, la former, la recruter et l'entretenir dans la durée. Et ça, c'est notre métier de dirigeant d'établissement de recherche, rendre le fait d'être désirable et de venir travailler chez nous, et que ce désir de travailler dans l'organisation que nous représentons, avec les missions et les valeurs qui sont les nôtres, reste dur et fructifie. Merci Michel Eddy. Louis Vogel, on arrive au terme de cette deuxième session. Ils ont été efficaces là, Louis, hein, donc à vous d'être percutant. Bon, alors, je vais pas conclure. On a balayé plein de sujets, hein, en partant du conseiller scientifique du président et en arrivant jusqu'à comment attirer comment être désirable, comment attirer des chercheurs chez nous et des scientifiques chez nous.